citer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT 05 98T, l'accusation contre Volodymyr Popovitch et consort. Le présente très bien, donc je vois que tout le monde est là. Les accusés sont là en tout cas, au grand complet. Ah, et s'il ne manquait pas Monsieur Kergovitch et Monsieur Haynes, nous serions tous au complet aussi, côté défense. Et pour ce qui est de l'accusation, je vois qu'il y a Monsieur McCloskey, Monsieur Tyre et Monsieur Van de Puy. Tout va bien. Il me semble qu'il n'y a pas de sujet à discuter avant de rentrer dans le vif du sujet. Enfin, nous verrons après peut-être. Nous devons terminer ce qu'il en est du versement des documents. Où en sommes-nous, Monsieur Ivanovitch, s'il vous plaît, pour ce qui est de témoins que nous avons vus précédemment? Monsieur Ivanovitch, Maître Ivanovitch, bonjour. Nous avons donné la liste de nos documents, nous l'avons distribuée aussi à toutes les équipes, ainsi qu'à l'accusation. Le présente très bien. Y a-t-il des objections, Monsieur McCloskey? Monsieur McCloskey, non, pas à l'heure actuelle. Certains des documents n'ont pas été présentés aux témoins, mais nous sommes entretenus avec Maître Ivanovitch et nous considérons qu'ils font partie de son rapport d'expert. Donc, à notre avis, il n'y a pas de problème. Si tant est qu'un problème survienne, nous vous en ferons part, mais nous ne pensons pas que ce sera le cas. Le président, très bien. La dernière fois, nous en avions traité de ce point-là, il me semble. Ils avaient dit qu'ils faisaient référence au rapport du témoin, ou quelque chose comme cela, et que vous, de toute façon, ne soulèveriez aucune objection. Monsieur McCloskey, non, ça c'est l'équipe Nikolic qui a dit ça. Le président, très bien. Monsieur McCloskey, je pense que la situation est identique, mais l'accusation a un document supplémentaire à admettre, ou dont il aimerait demander l'admission, le 1D 1302. Il s'agit donc d'un rapport. Monsieur Ivanovitch a dit qu'il allait le présenter au moment opportun. Le président, oui, je lui ai parlé, mais il a évidemment le procureur poursuivant sur pour l'interprète. Je lui ai parlé, mais évidemment, il a changé d'avis. Et étant donné la façon dont ce rapport a été employé, et il aimerait que ce soit moi qui la fasse admettre au dossier. Le président, très bien. Monsieur Joss, qu'avez-vous à dire? Maître Joss, une des raisons pour laquelle Monsieur Ivanovitch ne l'a pas employé, c'est parce que je lui ai très clairement annoncé que je m'y opposerais de toute façon. Il n'y a que 2 paragraphes qui sont importants, auxquels il fait référence, et de toute façon, ils ont été mis au compte-rendu. Madame Fauveau? Monsieur le Président, je me joins entièrement à ce que mon collègue Monsieur Joss vient de dire. Je voudrais seulement ajouter qu'il s'agit d'un document qui est très long et qui concerne l'année 93, qui n'est pas vraiment le sujet de ce procès. Par ailleurs, je crois que cette Chambre a adopté cette pratique de lorsqu'il s'agit que de 2 paragraphes qui étaient utilisés, et surtout lorsque les paragraphes étaient lus lors de l'audience, qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce document tout entier dans les preuves. Thank you. Yes, Mr. McCloskey. 1993. Président, très bien. Qu'en est-il? Monsieur McCloskey prévoit répondre. Monsieur McCloskey, non, 93 est absolument pertinent à l'espèce. C'est le contexte, en fait, qui est important. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir ce qui s'est passé en 93. Certes, notre acte d'accusation est principalement concentré sur 95, mais nous n'avons empêché personne de traiter de ce qui s'est passé en 93. Ce témoin a parlé de 92, 93. Nous avons vu un grand nombre de documents et de déclarations portant sur la situation en ce qui concerne Nasser Orich et la 28e division. Donc, ce rapport Masseyevitch est important, à mon avis, parce que la défense l'a employé comme conclusion.
Mais vous savez, la défense a tendance à amener ce type de rapport. Et après tout, c'est à leurs risques et périls. Ils ne peuvent pas juste utiliser un passage et un paragraphe qui leur convient et laisser tomber tout le reste. Or, le paragraphe, juste avant, le paragraphe qu'ils ont présenté était essentiel. Et les deux conclusions ne sont pas prises en contexte, ne peuvent pas être vraiment comprises dans leur contexte si on ne prend pas le rapport en totalité. Le président, très bien. Maître Joss, Maître Joss. Écoutez, il y a quand même 8 parties en présence. Ici, il y a 7 accusés. Et la Chambre devrait sans doute le prendre en compte lorsqu'elle délibère sur ce point. Le président, bien. Maître Lazarevitch, oui, je tiens à dire que la défense Borotchanin soutient tout à fait ce qu'a dit Madame Fauveau et Maître Joss. Donc, ce n'est uniquement les passages qui ont été employés dans le cadre du contre-interrogatoire qui devraient être utilisés et non pas tout le document. Maître Stoïch, nous aussi, nous sommes d'accord. Le président, pourtant, et d'après vous, 93, c'est pertinent ou non? Maître Stoïch, non, je l'ai dit. Je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec l'accusation. En effet, 93 est pertinent à notre avis et je suis content que pour une fois, l'accusation soit d'accord avec nous à ce propos. Le président, voici notre décision. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si, lorsque nous en tirerons nous en serons à l'étape des conclusions, il nous suffira d'avoir une seule page de ce rapport qui a été employé. Donc peut-être que ça nous suffira, mais peut-être pas. Et peut-être que pour comprendre la conclusion, nous aurons besoin de faire référence au reste du rapport Mazoyevski ou d'autres parties de ce rapport. Donc voici notre décision. Pour l'instant, nous n'allons admettre que ces deux passages. Mais si nous pensons qu'à un moment ou à un autre, il nous faut le rapport entier et qu'il convient de verser le rapport en entier au dossier, nous le ferons. Et bien sûr, nous vous en avertirons. Monsieur McCloskey, je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'ai pas été très préparée, j'étais un peu prise par surprise. Hein. Je pensais que c'était Monsieur Zivanovitch, Maître Zivanovitch, qui allait le verser au dossier. C'est un rapport qui ne fait que 20 pages, finalement. Et nous aimerions quand même en parler. Peut-être... si je l'ai étudié à nouveau, il y a peut-être un chapitre qui est vraiment essentiel, je ne sais pas, nous allons voir. Le président, ne perdons pas de temps. Hein. Je voudrais seulement corriger le compte-rendu. Il s'agit de la page 2, la dernière ligne, la ligne 25, et page 3, la première ligne. Dans le compte-rendu, on peut dire que l'année 93 n'était pas pertinente. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que l'année 93 n'est pas le sujet de ce procès, ce qui est quand même un peu différent. All right. Thank you. Je vous remercie, merci.
En effet, c'est tout à fait différent. So all these documents Tous ces documents de l'équipe Popovic ont été admis au dossier. Je crois qu'il n'y a pas d'objection soulevée par qui que ce soit. it seems that quite a number of them Il semble qu'un certain nombre de ces documents n'ont pas été traduits. Et cela, bien sûr, recevront une code provisoire MFI jusqu'à ce que l'on ait obtenu la traduction officielle. Mais bien sûr, la mise à jour se fera automatiquement entre code provisoire et code définitif. Pour ce qui est du document de l'accusation, tout est clair, je crois. Pour l'instant, il y a une page qui est versée au dossier, le reste est en suspens. Monsieur McCloskey, oui, il s'agit de la page 18. Le président, merci, page 18. Le président, reprenons. Nous en avons terminé avec le versement des pièces. Et nous avons fini aussi avec la présentation des moyens de la défense de la première équipe. Nous allons donc passer la parole à la deuxième équipe. Donc avant de donner la parole à M. Behara, il y a quand même une requête venant de l'équipe de la défense Nikolic. Et j'aimerais que vous vous y penchiez, vous penchiez là-dessus, s'il vous plaît, Monsieur McCloskey, et que vous nous donniez votre réponse rapidement. Monsieur McCloskey, je le ferai le plus rapidement possible, avec tout le reste d'ailleurs. Le président, très bien, Maître Stoïch, c'est à vous. you have 60 minutes. Vous avez 1 heure. Thank you, Mr. President, and your honors. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à l'accusation, au juge de la Chambre, aux accusés. Donc, après 2 années, j'ai enfin la chance de pouvoir vous prendre la parole. Et au nom de la défense BRL, nous vous remercions de nous avoir permis de prendre la parole. Nous avons entendu énormément de choses, mais jusqu'à présent, pas suffisamment à notre avis. Pas assez de preuves, en tout cas. Mes remarques préliminaires sont les suivantes. La preuve que des crimes ont été commis ou ont existé ne sont pas suffisants pour condamner une personne. Il faut bien plus que cela. Il faut que l'accusation établisse au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé est responsable des crimes avant que l'on puisse le condamner. Et je le dis parce qu'il y a quand même la charge de la preuve qui est essentielle ici. Il faut que nous nous souvenions que la défense, nous n'avons pas de charge de la preuve. Nous ne sommes pas censés prouver quoi que ce soit en l'espèce. La charge de la preuve, telle qu'elle a été décidée par les autorités compétentes de ce tribunal, repose sur les épaules de l'accusation pendant tout le procès, même pendant la présentation des moyens à décharge, si on prend l'interprète. C'est vrai que cette charge est fort lourde, puisqu'il faut qu'il prouve au-delà de tout doute raisonnable ce qui s'est passé, mais c'est quand même essentiel en droit pénal. Ce n'est jamais l'accusé ou la défense qui a la charge de la preuve, et en choisissant de présenter des moyens de preuve pendant cette phase de la procédure, nous ne voulons absolument pas faire croire ou laisser à penser que nous voulons endosser la charge de la preuve. Pas du tout. Nous voulons aider la justice, aider cette chambre de première instance pour qu'elle voit exactement et qu'elle explore tous les points qui n'ont pas été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Et pour montrer à la chambre de première instance quels sont les sujets pour lesquels on peut tirer des conclusions qui sont favorables à l'accusé. Donc tout d'abord, parlons de la différence entre l'évacuation et l'expulsion ou le transfert par la force. Au paragraphe 78 du dernier acte d'accusation consolidé modifié, l'accusation allègue que M. Behara a planifié, organisé et aidé à rassembler, détenir et transporter des musulmans masculins.
Ils considèrent aussi, ils allèguent aussi qu'il a supervisé et facilité et supervisé aussi la condition et la situation des hommes de Potocari qui ont été mis dans des centres de détention dans la région de Dvornik. Donc, quels sont les éléments de preuve que nous allons présenter? Eh bien, nous avons tout d'abord une démographe, le docteur Svetlana Radovanovic, qui est un témoin conjoint d'ailleurs. Elle va venir normalement en juillet pour aider la Chambre de première instance et pour faire ressortir les défauts qui sont apparus dans l'analyse démographique faite par l'accusation et par le bureau du procureur avec leurs propres experts. Nous considérons aussi que cet expert, notre expert, montrera qu'il y a eu des lacunes dans l'analyse, mais aussi des lacunes dans la méthodologie et dans les conclusions atteintes par les experts démographiques du bureau du procureur. Nous considérons aussi qu'elle nous aidera à préciser le nombre de personnes qui vivaient à Srebrenica à l'époque. Il faut se souvenir du contexte. Il faut savoir quand même si les personnes qui étaient à Srebrenica étaient des citoyens de Srebrenica ou des réfugiés. Il faut aussi savoir si le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, à un moment, et surtout en 1993, n'aurait pas interdit à ces personnes de quitter cette région. Le fait qu'ils aient voulu quitter la région sera d'ailleurs discuté plus tard. Le mouvement ou l'expulsion des civils en coopération avec Dodgebat n'était en fait qu'une évacuation, à notre avis, résultant en fait d'une nécessité militaire. Il ne s'agissait absolument pas d'un transfert obligatoire ou d'une expulsion. Ensuite, quand on regarde à nouveau ce paragraphe 78, on se souvient, il faut absolument regarder, il faut se concentrer sur les mots d'organisation et d'assistance alléguée. À notre avis, les preuves amenées par le bureau du procureur sont douteuses pour le moins, en tout cas en ce qui concerne M. Behara. Tout d'abord, il faudrait savoir où se trouvait M. Behara. C'est absolument essentiel au cours de cette période critique. Donc, nous savons plusieurs choses à ce propos, suite aux témoins présentés par le bureau du procureur lors de la présentation de leurs moyens. Tous ces témoins ont bien dit qu'ils ne savaient absolument pas où se trouvait Lubisa Behara du 16 juillet au 31 juillet 1995. Et d'ailleurs, en janvier cette année, M. Butler l'a énoncé extrêmement clairement. De plus, pour ce qui est de M. Behara, le bureau du procureur a tendance à faire des allégations extrêmement vagues, mais n'a aucune preuve sur l'endroit où il pouvait se trouver du 1er au 11 juillet 1995. Et le 11 juillet étant compris. Donc, lorsque l'on étudie les allégations, il n'y a absolument aucune preuve en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'aide apportée. Donc, ce n'est pas à nous de dire où se trouvait M. Behara, mais il y a suffisamment en fait de doutes raisonnables et manque de preuves pour acquitter notre client du fait de tout cela. Mais dans l'intérêt de la justice, et afin que vous ayez absolument tous les éléments nécessaires en main, nous allons vous présenter des éléments de preuve. Je tiens à dire que nous n'avons pas à le faire, mais nous allons quand même le faire afin d'exposer et de bien montrer les faiblesses de la théorie du bureau du procureur. Nous allons présenter des preuves qui ont déjà été présentées d'ailleurs, selon lesquelles la VRS était divisée en 6 régions géographiques, enfin 6 corps, basés sur 6 régions différentes, dans un territoire extrêmement vaste. Le premier corps de la Krajina, le deuxième corps de la Krajina, le corps Sarajevo-Romagna, le corps d'Herzégovine,
le corps de Bosnie orientale ainsi que le corps de la Drina, dont nous avons beaucoup parlé lors de ce procès. We asked the question, Nous allons demander si la VRS ou tout autre organe militaire et son état-major, malgré l'offensive qui a eu lieu en 95 dans la Krajina et dans la zone de Bihac, ont tout simplement oublié ou décidé de ne pas envoyer leurs officiers d'état-major dans ces régions en juillet 95. Et nous répondons d'ailleurs à cette question parce que le bureau du procureur a fait venir un témoin, Mio Jovanovic, qui était chef d'état-major, qui a dit qu'il était sur un autre front, le front de Bihac, et en Bosnie, et qu'il était aussi avec le corps de Bosnie orientale. Donc nous savons que à partir du 16 juillet, pour environ 10 à 12 jours, M. Behara a rendu visite à différents corps qui se trouvent de la VRS, qui se trouvaient dans ce territoire extrêmement vaste, y compris le premier corps de la Krajina, le deuxième corps de la Krajina et le corps de la Bosnie orientale. D'après l'accusation, personne ne s'est rendu dans ces secteurs, alors qu'il y avait quand même une guerre qui était en train de se préparer. Des combats d'ailleurs sur tous les fronts, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Il serait complètement irréaliste de penser que tout l'état-major ou que toute la VRS était concentré sur les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Jepa, surprend l'interprète. Donc nous obtiendrons des éléments de preuve de ces personnes qui se trouvaient dans les corps subordonnés. Et nous allons aussi faire venir le chauffeur de M. Behara, Miloš Stojovic, surprend l'interprète. Je dois parler de ce témoin avec vous. Ce chauffeur a été interviewé par le bureau du procureur à une fois. Leur enquêteur principal, Tomasz Błaszczyk, nous en a parlé à l'époque. Et il a dit au bureau du procureur, d'ailleurs, où se trouvait M. Behara à l'époque. Il leur a dit qu'il avait conduit M. Behara auprès des premiers, deuxième corps de la Krajina et auprès du corps de Bosnie orientale aussi. Donc, leurs enquêteurs, leurs analystes n'ont pas été informés de tout cela et nous allons en parler d'ailleurs plus tard, principalement au cours de notre plaidoirie, puisqu'ils possèdent l'information depuis longtemps, mais ils ne veulent pas l'employer. Ils préfèrent nous laisser dans le flou. De même, le bureau du procureur savait ou aurait dû savoir lorsqu'une personne a extrêmement peur, qui n'a aucun conseil, qui n'a aucune représentation légale, qui n'est pas préparée. Quand cette personne, donc effrayée, déclare sous serment, mais par erreur, quelque chose qui maintenant se trouve au compte rendu qu'il n'a jamais été à Belgrade ni les 13 ni les 14 juillet 1995, nous considérons que c'est à l'accusation, puisque c'est l'accusation qui a saisi un grand nombre d'éléments de preuve, donc c'est à l'accusation d'aider le témoin à savoir ce qui s'est exactement passé. Monsieur Tomovic, dans son entretien, a dit qu'il ne se trouvait pas à Belgrade le 13 juillet 1995. Or, c'est faux. C'est tout simplement faux. Et comment savons-nous? Eh bien, lorsqu'on l'a aidé, si on l'aide à se rafraîchir la mémoire, nous espérons que vous allez admettre ces éléments de preuve, puisque lorsque l'on a réussi à rafraîchir la mémoire de ce monsieur Tomovic, c'est Tomovic, se reprend l'interprète, qu'il a réussi à se souvenir tout d'un coup qu'il était en effet à Belgrade le 13 juillet 1995. Donc ça semble simple, mais c'est quand même complexe.
ce qui est important, c'est de savoir ce qui a été employé pour rafraîchir sa mémoire. Nous avons employé des éléments de preuve dont disposait le bureau du procureur pour explorer un peu ce qui s'était passé, pour en venir à la vérité. Au départ, nous avions demandé à M. Tomovic s'il avait un journal de bord. Il a dit non au départ. Mais on a trouvé finalement un journal de bord. Ce n'était pas celle de M. Behara ni de M. Tomovic, mais c'était le journal de bord d'un journaliste américain venant de Phoenix, Arizona, d'ascendance serbe. Or, ce journaliste américain a aussi été interviewé par le bureau du procureur. Et dans son journal de bord, qu'il a tenu simultanément lors de toutes les visites qu'il a fait à Srebrenica, Belgrade et Sarajevo, etc., en juillet 95, il a noté le nom des gens qu'il avait rencontrés, qui l'avait conduit, jusqu'où, depuis où, etc. Donc, ce journal de bord indique pour la date du 13 juillet que ce monsieur Robert Georgievich, journaliste donc américain de Phoenix, Arizona, a été monté à bord de la voiture de Milo Tomovic. Et lorsque nous avons demandé à M. Tomovic s'il se souvenait d'avoir vu ce journaliste américain, il a dit oui, c'est vrai, je me souviens, j'ai fait monter à bord un Serbe américain depuis Belgrade jusqu'à Vasenica parce qu'il voulait rencontrer le général Mladic. Also in the diary, as my learned friend Dans ce journal, comme le savent mes éminents confrères, et sur la page de garde, l'on voit de manière détaillée où il est allé, accompagné par M. Tomovic, ce qu'ils ont vu, où étaient les points de contrôle ou les barrages et qui ils ont rencontrés. Et sur la page de garde ou la couverture de ce journal de bord, il est dit, je crois, écrit donc par le journaliste lui-même, que ce journal de bord ne doit pas être ouvert ou divulgué dans les 2 ou 3 ans qui ont suivi la fin de la guerre en ex-Yougoslavie. Ce journal fut écrit dans la même période, couverte par les événements concernés, et n'a jamais été en possession de qui que ce soit d'autre que le bureau du procureur. Il n'a donc pas pu être modifié ou manipulé. Lorsque nous avons rencontré pour la première fois M. Tomovic, nous lui avons demandé « Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose? Est-ce que vous êtes certain qu'il s'agit bien du 13 ?» Il ne se souvenait de rien. Lorsque nous lui avons montré le journal, qui était en anglais, donc nous l'avons traduit, nous lui avons montré les dates précisées dans ce journal, sa première réaction was, oh my God. a été de dire « Ah mon Dieu !» Cela veut dire que j'ai menti à l'accusation lorsque je leur ai dit que je ne me suis jamais rendu à Belgrade le 13 juillet 1995. Monsieur Tomovic n'a jamais menti à l'accusation lors de son entretien. Monsieur Tomovic était effrayé, il avait peur, comme la plupart des témoins lorsqu'ils sont confrontés aux demandes de l'accusation, leur demandant de parler d'événements horribles et tragiques. Il était certainement intimidé. Il s'est trompé. Et pour confirmer le fait que M. Tomovic se trouvait à Belgrade le 13 juillet 1995, nous avons des éléments de preuve indépendants qui devraient être acceptés par cette Chambre sans débat. Et puis, eh bien, tout le reste concerne le lieu où se trouvait, ou les lieux où se trouvait M. Behara. Milan Stanic, notre enquêteur, et Milan Stojovic vont parler de ces questions. Qui a accompagné Milan Stojovic lorsqu'il est allé à Belgrade? Qui d'autre que la personne dont M. Stojovic est normalement le chauffeur? Lorsque nous examinons le contexte des événements du 12 juillet, les hommes musulmans se sont réfugiés dans la forêt sans que la VRS en ait connaissance.
et sans que le corps de la Drina en ait connaissance. Le corps de la Drina s'est trouvé dans une situation où il ne participe pas au combat à Srebrenica même. Et le 12 juillet, les négociations étaient en cours visant à évacuer la population civile, en cours avec le bataillon néerlandais. Les événements de Srebrenica se sont passés très très vite pour la plupart. Bien entendu, nous savons que l'anniversaire de M. Beara est le 14 juillet. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Il avait donc une raison de se rendre à Belgrade et nous présenterons des éléments de preuve qui expliqueront ces raisons et le lieu où il se trouvait à cette date. Nous savons et nous comprenons que le simple fait d'être présent quelque part ou de ne pas y être sur les lieux d'un crime n'établit ni la culpabilité ni l'innocence d'une personne, en raison notamment de la théorie de l'entreprise criminelle commune qui est alléguée par l'accusation, une théorie bien trop étendue à mon avis et assez illusoire. Néanmoins, nous sommes convaincus, fermement convaincus, que les lieux où se trouvait M. Beara, et en parlant des questions de la planification de l'organisation et de l'assistance apportée, a énormément d'importance. Je ne suis pas sûre. Est-ce que, Monsieur le Président, vous souhaitez que je m'arrête là? Non. Merci. Les éléments de preuve sont tout à fait cohérents en ce qui concerne les lieux où se trouvait M. Beara. Et comme nous avons pu le voir dans la présentation des éléments de preuve de l'accusation, M. Beara n'a jamais été vu à Srebrenica. Et nous pouvons examiner, revoir toutes ces séquences vidéo. On ne l'a jamais vu à Potocari. Nous avons ces séquences vidéo également. Il n'a jamais été vu à l'hôtel Fontana, que ce soit à la première, à la deuxième ou à la troisième réunion. Et il n'a certainement jamais été vu à la fête pour célébrer la retraite de M. Jivanovic. Et c'est important pour de nombreuses raisons. La raison la plus évidente, la plus importante étant que s'il n'a pas été vu, c'est qu'il n'y était pas. Physiquement, il n'était pas dans cette région ou sur ce territoire à cette période. Et c'est important aussi parce que cela illustre également ce que j'ai déjà qualifié de détachement il y a 2 ans. Le fait qu'il ne faisait pas partie d'un groupe d'intimes, il n'a pas suivi Mladic ou d'autres et il était en fait exclu de certaines situations pertinentes, certaines situations clés. D'ailleurs, je pense que notre premier témoin aujourd'hui va justement témoigner au sujet de ce détachement, de cette distance. Et il va aussi situer le contexte, car le contexte est pertinent. Et nous devrions avoir la possibilité de le décrire. Avant que l'AVRS n'ait été créée, la Chambre doit comprendre où se trouvait M. Beara, qui étaient ses subordonnés. Par exemple, nous espérons que le premier témoin pourra établir devant cette Chambre que, aussi tard qu'en 1990 et 1991, M. Zdravko Tolimir était subordonné à M. Beara. Lorsque M. Tolimir a rejoint la VRS quelques mois plus tard, 6 mois environ, je crois, M. Beara a rejoint la VRS et n'était plus un supérieur hiérarchique de M. Tolimir, est devenu son subordonné, en dépit du fait que M. Tolimir a quelques 9 ou 10 ans de moins que M. Beara. Et si vous connaissez les codes militaires, si les grades vous sont quelque peu familiers, vous comprendrez l'importance de cet élément de preuve et toute sa portée. À notre avis, c'est très pertinent pour expliquer la raison pour laquelle M. Beara avait une certaine distance par rapport au général Mladic et d'autres. Bien entendu, la VRS était une armée nouvellement constituée, au sein de laquelle il y avait de nombreux conflits, tenant en partie aux partis politiques. Il y avait les nationalistes pro-serbes, des conflits concernant le pouvoir,
les fonctions, les grades sur leur territoire. Il y avait de l'inimitié, de la méfiance, un défaut de coopération, de collaboration. Et ces relations tendues sont au mieux illustrées par les sentiments, les opinions exprimées par les civils vis-à-vis d'ex-officiers de la JNA. Ces ex-officiers de la JNA n'étaient pas des nationalistes pro-serbes. Le nouveau mouvement politique et les nouveaux partis politiques qui appelaient de leur vœu, comme le prétend l'accusation, une composition différente de la Bosnie ou de la Serbie ou de l'ex-Yougoslavie, étaient en effet des nationalistes. Mais M. Beara était farouchement opposé à cette politique qui avait cours à l'époque. Nous appellerons plusieurs témoins pour démontrer cela devant la Chambre. Par exemple, le docteur Trivkovic, Spaja Trivkovic, dont l'accusation allègue, que ce soit officieusement ou peut-être officiellement, que son témoignage n'est pas pertinent. Il s'agit d'un autre journaliste américain d'origine serbe qui était un conseiller en 92 et 93. Donc, un des civils qui a étudié les faits tels qu'ils se déroulaient sur le territoire à l'époque. Il s'agit donc d'un témoignage tout à fait franc et qui étaye les éléments de preuve que l'on trouve dans le journal du témoin que j'ai cité précédemment. Je pense que son témoignage va nous éclairer quant à l'opposition farouche entre les civils nationalistes pro-serbes lorsqu'il s'agissait de la question des officiers de sécurité de l'état-major de la JNA. Il n'y avait pas que de l'inimitié ou de la dissatisfaction, il y avait une forte hostilité et une méfiance très prononcée. Et nous évoquons cela parce que l'accusation a présenté des éléments de preuve ou un témoignage d'une personne décédée sans nous donner la possibilité dès lors de le contre-interroger. Et la Chambre a admis le témoignage de Miroslav Deronjic, qui était donc civil à Bratunac de 92 à 95. Et il est donc tout à fait invraisemblable de prétendre que cette personne diamétralement opposée, si hostile à l'état-major et aux officiers de sécurité, qu'il confierait un message secret visant prétendument à tuer des hommes musulmans dans la région de Srebrenica. Ce n'est pas seulement illogique, mais tout à fait déraisonnable, et il n'y a aucun fondement à cela. En dépit du fait que l'accusation a essayé d'établir cela par le biais du témoignage du défunt M. Deronjic. Cela dit, nous trouvons également qu'il est tout à fait incroyable de prétendre que M. Deronjic aurait utilisé un intermédiaire, en dépit du fait qu'il avait un accès direct. Et donc, tout cela n'a aucune logique. L'accusation tente de suggérer des choses à la Chambre, mais il ne s'agit que de la conjecture. Et il n'y a pas de fondement à tout cela dans les faits ou dans la logique. Et d'autres témoins que nous allons appeler vont également témoigner de la haine, de l'animosité qu'il y avait, non seulement à l'échelon national, mais aussi au niveau local, à Bratunac. Tout cela par l'intermédiaire de M. Deronjic. Et pour revenir un peu en arrière, toujours en ce qui concerne l'endroit où se trouvait M. Beara,
Certains se demandent peut-être qu'en est-il des témoins cités par l'accusation qui semblaient prétendument démontrer que M. Béara se trouvait à un endroit où des meurtres allaient être commis ou l'avaient déjà été. Nous allons appeler 2 catégories de témoins à cet égard. Tout d'abord, un témoin expert, un psychologue néerlandais, qui, à mon avis, et je crois que cette opinion est partagée par tous et toutes dans ce prétoire, est une personne très réputée, un expert qui, il s'appelle le professeur Wagner, est témoin qui donc va déposer devant nous sur des questions qui me paraissent pertinentes en ce qui concerne les lieux où se trouvait M. Béara, où il se trouvait prétendument, et il va nous parler des témoins qui prétendent par erreur qu'ils ont vu ou ont décrit une personne dont l'accusation prétend qu'il s'agissait de M. Béara. Et en fin de compte, dans le cadre de l'interrogatoire direct, il nous parlera des faiblesses et des failles d'une telle prétendue identification sur la base donc de l'identification et de la reconnaissance, du fait de reconnaître quelqu'un. Il s'agit de 2 notions différentes. La reconnaissance, c'est lorsque l'on reconnaît quelqu'un qu'on a déjà vu, que l'on a déjà rencontré, alors que l'identification concerne une personne que l'on voit pour la première fois. Nous pensons que par le biais de notre contre-interrogatoire, nous avons déjà suscité des doutes quant à la véracité et l'exactitude de ces témoignages. Qu'il s'agissait bien de M. Béara, qu'il prétende avoir vu, ou que l'accusation prétend qu'il a été vu. Et M. Wagner, par ailleurs, va aussi parler des raisons pour lesquelles ces témoins ne seraient pas fiables. Il va examiner certains indices, certains soupçons et nous décrire les failles et les échecs en fait du bureau du procureur dans le cadre de son enquête, notamment en raison du fait que le bureau du procureur a échoué ou a refusé à nous démontrer, ou plutôt, se reprendre la tablette, montrer à ces témoins une série de photos simples. Il s'agit donc d'un ensemble de photos. Vous savez ce dont il s'agit. Il s'agit de photos de personnes qui se ressemblent, ont des caractéristiques similaires. Et une telle série ou une présentation de photos est en fait un élément essentiel du point de vue du professeur Wagner. Et si l'accusation tient vraiment un témoignage de ces témoins, nous devons nous demander pourquoi ils n'ont pas utilisé une telle présentation de photos qui ne coûte rien. C'est une procédure très simple et même dans des zones reculées, un enquêteur utiliserait une telle méthode. Mais ce qui est assez insolite dans cette affaire, c'est que l'accusation a utilisé une telle série ou présentation de photos à certains moments et sait très bien comment employer cette méthode, a donc sélectivement choisi de ne pas l'utiliser en l'espèce. Mais à 2 reprises, ils ont essayé de le faire. Et je m'excuse auprès de M. Popovitch et de ses conseils, mais une de ces séries de photos concernait M. Popovitch dans le cadre du témoignage d'un témoin qui était exécutant sur un site. Il y a eu entre l'accusation et les conseils de M. Popovitch un des points d'accord à ce sujet et dans ce contexte, une série de photos de 8 personnes qui se ressemblaient a été montrée aux témoins. On l'a dit, est-ce que vous y voyez le lieutenant-colonel ou le colonel que vous avez vu sur ce lieu? Donc on a montré cette série de photos aux témoins et il en est ressorti que il n'y reconnaissait pas les personnes dont il se souvenait ou qu'il se souvenait avoir vues sur le site ou à l'endroit où il avait reçu l'ordre d'exécuter les musulmans de Bosnie. Mais on a montré à ce même témoin une série de photos préjudicielles de M. Béara. On lui a montré une photo de M. Béara au centre,
il s'agissait en fait du seul homme d'un certain âge dans cette série, la seule personne dont le grade ressort clairement de son uniforme. Et le professeur vous dira que montrer ainsi une telle série de photos aux témoins peut être source de grands préjudices, car il vous dira que si le témoin affirme qu'il a vu un colonel ou un lieutenant-colonel et vous lui montrez une photo avec une personne, un colonel justement d'un certain âge, qui porte les insignes de son grade, il était très facile de déceler de quel individu il s'agit. Heureusement pour nous, ce témoin, comme il l'a fait avec M. Popovic, a rejeté cette photo et n'a pas pu affirmer qu'il s'agissait de la personne qu'il avait vue sur les lieux du meurtre lorsqu'il exécutait des musulmans de Bosnie. Il s'agit là aussi d'un point d'accord que nous avons déposé devant cette Chambre. Mais cela a son importance parce que notre expert va étoffer ce récit et démontrer que l'accusation aurait pu, mais n'a pas souhaité, montrer une telle série de photos à tous les témoins concernés. Qui donc était Lyubisha Behera? Nous avons beaucoup parlé de l'endroit où il se trouvait et nous y reviendrons. Mais qui donc était-il? Eh bien, nous allons démontrer... Nous comptons démontrer que tout au long de sa carrière et sa vie personnelle, M. Behera a fait l'apologie de l'unité multiethnique et de la tolérance. Et nous nous attendons aussi à apporter la preuve que M. Behera, tout au long de sa carrière, et notamment pendant la période la plus difficile de la guerre en ex-Yougoslavie, de 1992 à 1995, il a aidé, il a organisé et il a sauvé la vie d'un grand nombre de citoyens juifs en ex-Yougoslavie. Et lorsque je dis un grand nombre, je sais personnellement, grâce aux conversations que j'ai eues avec ce témoin, qu'il estime que c'est grâce à M. Behera que, et je reprends ses propos, que pour la première fois dans l'histoire du monde, les Juifs n'ont pas été persécutés ou tués. Et il estime qu'en tant que chef de cette commission, M. Behera non seulement a joué un rôle important, mais que tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans le rôle joué par M. Behera. Et d'après ce témoin, M. Behera a contribué à évacuer, à sauver la vie à quelques 1500 citoyens juifs pendant cette période de 1992 à 1995. Nous avons également des éléments de preuve qui vont démontrer que M. Behera a également aidé, est venu en aide à des Croates et des Macédoniens pendant cette période. Nous vous soumettrons des éléments de preuve qui démontreront que M. Behera, tout au long de la guerre, a également aidé des musulmans de Bosnie. Il avait des collègues et des subordonnés qui étaient musulmans de Bosnie. Et en fait, il a sauvé certains de ces individus en les aidant à quitter Bratunac. Un témoin en particulier nous dira que sa famille était de Bratunac et M. Behera a aidé sa famille et d'autres qu'il ne connaissait même pas, des amis de cette personne qu'il connaissait, donc les a aidés à partir. Nous avons donc entendu ce que M. Deronic nous a dit en ce qui concerne les événements à Bratunac à l'époque. M. Behera a donc aidé ces personnes. Il leur a sauvé la vie, mais il n'a pas pu aider tout le monde. Il n'a pas pu sauver la vie à tout le monde et n'a jamais prétendu qu'il l'aurait fait. Nous nous attendons également à vous présenter des éléments de preuve qui démontrent que M. Behera n'avait pas et ne pouvait pas avoir l'intention spécifique ou délibérée nécessaire pour commettre les crimes qui lui sont reprochés. J'y reviendrai. Mon éminent collègue a posé une question.
y avait-il dès lors un complot contre M. Béara? Eh bien, ce serait extrêmement difficile à établir et nous n'avons pas de fardeau de preuves à cet égard. Nous allons simplement faire état de certains faits. Un fait notamment. D'ailleurs, il y a une note issue du récollement à ce sujet concernant la date du 23 octobre 2007. Je crois qu'il y a peut-être un numéro ERN 65 ter, ERN 06242 637. Je n'ai pas pu retrouver le numéro 65 ter. Nous pensons que l'examen de cette question permettra d'éclairer les raisons pour lesquelles certains individus tels que Dragan Mirkovic et d'autres dans la zone de Bratunac, d'autres civils, ont menti et ont ainsi fabriqué, pour ainsi dire, des éléments de preuve. Ils avaient des motifs car des crimes ont eu lieu devant eux sous leurs propres yeux, tant en 1992 qu'en 1993. Et ce document que je viens de citer, cette note de récollement du 23 octobre 2007, concerne également un individu qui était de la région, un local, quelqu'un qui a été appelé des coupables et a été condamné. Et lors du récollement, mon éminent confrère Julian Nichols, qui n'est pas ici, et je suis désolée qu'il ne le soit pas, c'est lui qui a mené cet entretien, et avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il a réellement toutes les qualités nécessaires pour être un très bon avocat de la défense. Donc il a consigné de manière tout à fait honnête dans cette déclaration différents extraits de la discussion qu'il a eue avec M. Nikolic, et il nous dit tout d'abord que le témoin a dit avoir appris que Dragomir Vasic, M. Sipovic et Dragan Mirkovic se sont réunis au QG du MUP de Bratunac après la tuerie. Et je crois que ce n'est pas contesté. Il n'a jamais parlé de M. Béara. M. Béara n'y était pas, il n'a pas participé à de tels crimes qui auraient été commis sur place. Et d'ailleurs, cette note du 23 octobre 2007, toujours le même document, consigne un deuxième point. Monsieur Nicole consigne le fait que le témoin a dit également, et je cite, « Béara n'avait rien à voir avec l'inhumation des cadavres à Glogova. » Fin de citation. Point 3, toujours le même document. Monsieur Nicole Lyubisha Béara, et même ceux qui prétendent l'avoir rencontré pendant tous ces événements, pendant soi-disant quelques minutes, alors qu'il gérait le transfert de détenus, ne l'avaient jamais rencontré auparavant et n'auraient pu le rencontrer. Il n'y avait pas de circonstances qui s'y prêtaient. À moins que il n'ait pu peut-être traiter de quelques questions pour lesquelles questions le bureau procureur trouve qu'ils étaient liés à M. Béara. Eux, ils avaient leurs officiers du cru locaux qui, eux, les gardaient dans leur communauté, au sein de leur communauté. Des militaires qui connaissaient les officiers, les soutenaient. Il s'agissait d'ailleurs de militaires d'officiers avec lesquels il y avait une espèce de complot. Les autorités civiles n'avaient guère besoin d'une influence quelconque extérieure pour aider le transport des civils de musulmans de Bosnie en 1995. Les autorités étaient vraiment les autorités de fer, et les autorités notamment de Delonic à Bratunac nous démontrent
que la même chose s'était produite en 1992, en 1993. Les civils de Bratunac se trouvaient perdus. Ils ne pouvaient plus savoir comment opérer face à ces prisonniers de guerre. Ils étaient confus. Ils ne pouvaient pas savoir où trouver des locaux pour détenir des individus en 1995. Mais ils devaient avoir à l'esprit le fait que malheureusement, la même expérience avait été connue 2 ou 3 années préalablement. Ils n'avaient guère besoin d'assistance, d'aide. Ils n'avaient guère besoin de consultation, de coordination ou d'aide pour mettre en détention ces musulmans de Bosnie, et notamment ceci ne devait pas être fait par Ljubiša Buhara. Nous allons présenter des éléments de preuve par le truchement des individus qui permettront de parler plus en détail de ces civils, notamment de M. Deronic. Nous avons cité à la barre un musulman qui nous permettra de voir quelles ont été les vues de ces civils, non point de vue du point de vue des civils, mais de militaires. De même, il y avait un jeune homme à la JNA qui, lui, savait comment Deronic traitait les officiers de la JNA, quels étaient ses sentiments à leur égard, lorsque Deronic se considérait comme étant au-dessus des militaires, au-dessus de la loi. Dans l'acte d'accusation, le procureur traite d'un parent très proche, Nenad Deronic. Non loin de Bratunac, chaque parent ou membre de la famille avait le feu vert de procéder en vue de crimes. Deronic a été quelqu'un qui vraiment était un homme de poigne et de poing fort pour ne pas que de tels événements se produisent. Pour parler de génocide, tout comme d'autres chefs d'accusation, à savoir extermination, persécution, meurtre, etc., le procureur trouve que M. Behara a coordonné, organisé et rendu possible la détention, le transport et la mise à mort de ces musulmans de Bosnie, d'hommes musulmans de Bosnie. Pour ma part, je propose, comme suit, on n'a jamais répondu de façon directe et simple à la question pour savoir si on dit que ceci a été organisé, coordonné et facilité. Alors, on devait nous informer pour autant par qui tout cela a été ordonné, par qui, quand et à l'intention de qui. Pour ce qui est des mémoires, au titre de 98 bis, on parle d'ordre, mais on n'y va pas au-delà. Ce ne sont que des conjectures, comme quoi Mladic aurait donné l'ordre à M. Behara sur ceci ou cela. Mais quand, où, que contenaient ces ordres? On nous dirait, pour répondre, de telles choses n'ont pas été notées. De toute évidence, nous avons pu voir, à travers les dépositions de témoins, tels M. Vasic, où il a été dit clairement des meurtres s'étaient produits et que de cette façon-là, nous ne pouvons évidemment pas parler de juillet 1995. Alors, experts du bureau parlaient de meurtre. Il ne s'agit pas seulement de meurtre, il s'agit de meurtre, il s'agit d'autre chose. Je trouve là qu'il y a encore un choix sélectif du bureau de procureur et je crois que nous allons présenter des éléments de preuve pour révéler tout cela. Ensuite, on doit se poser la question au sujet des conversations interceptées. D'après le procureur, il n'y avait qu'un seul homme qui s'en occupait, Ljubiša, de son prénom, surnommé à Ljubo à cette époque-là. Nous voulons montrer, nous allons présenter des éléments de preuve pour aider à définir et à établir qui était Ljubiša Behara en présentant des éléments de preuve par le truchement des gens qui le connaissaient avant, pendant et après la période 1995. Nous allons prouver que M. Behara avait un dialecte très distinct qui n'a pas été sans subir une influence herzégovine et croate. Nous aurons le docteur Remetic qui, lui, est un spécialiste en la matière, qui s'y connaît en dialecte.
il nous aidera grandement en cela. Je suis certain que ces analyses pourront être et ces opinions pourront être adoptées. Une fois que les analyses ont été faites, analyse de ces conversations interceptées, lorsqu'il a traité du dialecte du parler de Béara, il a dit tout simplement toutes les fois où on parlait de Lubo ou d'un autre intitulé, ceci évidemment ne prouve pas qu'à l'autre bout du fil, il s'agissait bien de Lubisha Béara et que ces propos ne devaient pas être évidemment attribués à Lubisha Béara. Par la suite, le professeur Remetich parlera de termes de tri et comment ce terme de triage présente pas mal de signification malgré ce que nous en demande et dit le bureau de procureur lorsqu'on parle évidemment de lexique militaire. Nous considérons pour notre part qu'il s'agit d'éléments de preuve d'un grand intérêt parce que les opérateurs qui se sont occupés de cette analyse des conversations interceptées nous permet de voir que quelquefois il y a eu des manipulations faites lorsqu'il s'agit de traiter des journaux. Les opérateurs disaient, eux, nous n'avons fait que transcrire les choses telles qu'elles étaient proférées. Si quelqu'un parlait, par exemple, utilisait un autre dialecte, nous l'aurions tout simplement inscrit de cette façon-là, etc. Mais dans les conversations interceptées, il n'y a pas de preuve comme quoi il y avait un dialecte proféré et parlé, utilisé par M. Béara à cette époque-là ou plus tard. On ne peut pas apporter des changements dans cela. Les opérateurs, en la matière, disaient en toute sincérité que M. Béara devait parler tel ou tel dialogue s'il s'agissait de la personne impliquée dans une conversation interceptée. Nous ne pouvons pas et on ne peut pas le constater. De même, nous avons des témoins additionnels pour traiter des conversations interceptées. Je parle d'un individu qui traitera de cela pour dire comment tout ceci, physiquement parlant, a été fait. Comment quelqu'un peut évidemment appeler d'un site tout à fait tiers pour qu'on puisse parler d'une communication avec Batem ou Zlatar. Si quelqu'un appelle Batem, Belgrade, et si on devrait établir une communication avec un individu Zlatar, je ne sais pas si cette personne-là devra bénéficier de mesures de protection ou pas. Mais comme le bureau de procureur l'a dit, paraît-il, depuis Belgrade, on pouvait avoir une communication avec Badem. Et puis après, on peut dire que il s'agit d'un appel envoyé au poste de commandement avancé. Ce n'était pas vrai, ce système ne fonctionnait pas de cette façon-là à cette époque-là et à aucun autre temps. Le témoin nous aidera, étant donné que sa déposition doit être pertinente, et ceci nous permettra quelques révélations. Et maintenant, parlons un petit peu de génocide, d'extermination, de persécution. Récemment encore, on appelle, dans le cas de l'affaire Nasser Harich, il s'agit de juge Champerk qui, lui, se référant à Isaac. We can and should reevaluate. En effet, Monsieur le Président, il s'agit d'un message à nous tous, à la Chambre de première instance, comme quoi nous devons en permanence nous remettre à apprécier et évaluer tant les faits de droit que la situation de fait. Nous avons l'occasion de le faire ici. Il ne s'agit pas seulement d'une occasion qui nous est offerte, mais ceci est de notre devoir. Nous ne devons pas le faire que nous n'allons pas le faire. Le fait est que la commission de génocide dans l'affaire Krstić a été établie, mais ceci ne suffit pas pour qu'il y ait une corrélation. Je crois qu'avec tout le respect que nous avons pour toutes ces affaires et toutes ces chambres de première instance, nous devons parler d'éléments de preuve à travers une évolution avec plus de détails et
l'affaire dans son ensemble n'a pas été vue globalement d'un point de vue anthropologique. Nous invitons la Chambre de première instance à le faire. Nous ne devons pas exploiter des précédents. Essayons plutôt d'établir tant les faits de droit que les faits nonobstant les décisions de telle ou telle Chambre de première instance, si oui ou non il y a eu commission de génocide. Avec tout le respect que nous avons pour les victimes et les familles de victimes et les différents peuples de Bosnie, qu'il n'y a pas eu de génocide. Des crimes affreux, abominables se sont produits, mais à notre avis, il n'y a pas eu de génocide. Nous allons d'ailleurs là-dessus présenter nos éléments de preuve. Dans l'un de ces éléments de preuve, il n'a pas été tranché. Le bureau de procureur a soulevé une objection. Il s'agira de parler de la déposition du Dr Chester Moore. Nous allons citer un expert en médecine légale, le Dr Kamar d'Amérique. Et je crois qu'on traitera de la notion qui apparaît ici, MNI, le nombre d'individus minimal. Cet expert parlera de quelques questions substantielles d'après cette dame expert. Les experts qui ont été cités là-bas par le bureau de procureur ne parvenaient pas à présenter suffisamment, non plus que d'élaborer suffisamment, non plus que d'une façon appropriée pour aboutir à des conclusions pertinentes. Le Président, vous avez encore un peu de temps. Monsieur Stage, oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez vu mon geste, comme quoi je me suis posé la question de savoir combien de temps de parole m'est imparti encore. Le Président, ne vous en faites pas, moi je veille sur l'horloge, Maître Stage. Oui, mais je ne savais pas que ceci m'a été accordé. Le Président poursuivait. Stage. À la fin, je voulais dire que nous avons également un expert commun à mon honorable collègue Jivanovic et moi-même. Et lorsque nous allons obtenir d'autres éléments de preuve, c'est-à-dire du point de vue anthropologique, ce que nous dirons de Dr Moore et Dr Donic et Komar, le Dr Donic lui dit, attire l'attention de la Chambre de première instance sur ce qui suit. Si vous voulez avoir une conclusion sur la façon dont il a été procédé pour tuer, mettre à mort, vous devez savoir quelle a été la cause de la mort, l'origine de la mort. En aucun cas, nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit d'une origine ou si on ne sait pas la cause de la mort. Le docteur Donic a utilisé la méthode dite that one can conclude a criminal act such as homicide occurred. Échantillon. Il a dit qu'on ne peut pas parler de plausibilité ou de façon véridique établir que la cause et l'origine de la mort serait évidemment un crime si on ne peut pas établir la cause de la mort. Si un pathologue a dit que la cause de la mort est plutôt inconnue, vague, si vous ne pouvez pas prévoir comment, dans quelles circonstances quelqu'un est décédé, est mort, vous ne pouvez pas savoir par quel moyen. Le docteur Donic s'est servi de cette catégorie d'échantillons. Dans de nombreux cas, oui, la cause de la mort n'a pas été établie. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas dire de façon tout à fait réelle que le meurtre aurait été la cause de la mort. Nous nous attendons à en traiter en détail ces différents cas pour d'autopsie surtout. Richard Pater en a parlé pour dire que des milliers de gens sont morts dans des combats militaires légitimes. Il s'agit là d'une attitude, là. Et ce qui est surprenant, que dans des rapports d'autopsie, les médecins légistes du bureau de procureur n'ont pas pu établir que pas une seule de ces personnes-là n'était pas décédée dans des combats militaires, dans des conflits militaires. Nous considérons que ce fait-là soulève
non seulement un doute, mais il est de nature à présenter leurs médecins légistes, leurs experts, anthropologues et leurs opinions comme étant non fiables. J'ai été en contact avec pas mal de musulmans de Bosnie qui étaient victimes des crimes au cours de 1992. Ceci étant fort lourd et difficile pour eux, pénible, j'espère qu'ils auraient suffisamment de force, de courage pour s'entretenir avec moi, pour que cette chambre de première instance puisse être informée de façon tout à fait ouverte et sincère du fait que lorsqu'ils sont arrivés à Tuzla, ce qui cadre avec les déclarations faites par ces personnes au bureau de procureur, que par centaines et milliers de personnes se sont fait tuer dans le cadre des opérations militaires légitimes. Et à la fin, lorsqu'on traite de génocide, Alan Dershowitz, quand il a parlé de l'Holocauste qui s'était produit dans l'Allemagne nazie, lui, il a fait la description du génocide. C'est un honorable collègue, éminent collègue, lui, en décrivant le génocide, dit sans aucun doute, le génocide a été perpétré. Il a bien eu lieu en Allemagne et commis par des nazis. Mais il dit plus tard que dire qu'il y avait un génocide à Srebrenica semble nier et réfuter le fait qu'il y a eu enlèvement, déportation, peut-être légitime ou illégitime de femmes, d'enfants, etc. Ce que lui suggère, c'est que pour qu'il y ait un génocide, pour qu'on parle d'une intention de commettre un génocide, je le cite, il a fallu tout d'abord tuer des enfants parce que les enfants représentent les gènes, enfin, le futur, l'avenir du point de vue génétique. Dans ce sens-là, nous considérons qu'il est parfaitement important que durant le processus d'évacuation à Potocari, à Srebrenica ou à Jepa, le fait que les enfants, les femmes et les hommes s'étaient trouvés évacués, nous considérons que ceci était le résultat d'une nécessité militaire. Ceci étant dû à une nécessité militaire, personne ne pouvait savoir s'il y aurait ou pas une possibilité de s'opposer, de riposter au VRS. Le VRS ne pouvait pas savoir quelle aurait pu être la situation de l'armée de musulmans de Bosnie. Ces derniers étaient surpris, ce qu'on a pu voir à travers les séquences vidéo. En fait, le 11, ceci a pu être planifié le 12, les membres de la 28e division se sont évadés pour gagner la forêt près de Chouchniar. VRS ne pouvait pas savoir s'il devait y avoir une opposition, s'il y avait une tentative, une intention de génocide. Vous allez voir, sur la base des faits-là, que ceci n'existait pas, de telles intentions n'existaient pas, qu'il n'y avait pas de génocide, que, en tout cas, M. Béat ne pouvait pas avoir d'intention génocidaire. Non seulement il n'a pas été présent sur le site, mais l'ensemble de ce qu'il a fait en tant que professionnel pour aider les gens, assister sans distinction d'origine nationale quelconque, il n'a pas pu participer à une telle intention. Si une telle intention avait existé, à mon sens, cette intention n'existait pas. Et à la fin des fins, je crois que le procureur voulait qu'on traite des journaux. Un autre élément de preuve pour lequel le procureur pense qu'il cadre bien, que ces éléments de preuve cadrent bien avec une série d'éléments de preuve et d'arguments rafraîchissant leur point de vue. Nous allons présenter les opinions de nos experts, nos témoins, pour dire que non seulement l'ensemble de ces documentations a été manipulé, je parle de journaux, mais il y a un manque de cohérence aussi lorsque nous traitons des dates auxquelles fait référence le procureur. Un des experts que nous avons cité là-bas serait le professeur, l'honorable professeur Gogic. Lui étudie encore tous ces éléments de preuve. Nous avons un rapport préliminaire et une suite de données, d'informations. Lorsqu'il nous aura parlé de ces différents facteurs,
je crois qu'on pourra démontrer l'importance du doute que nous pouvons soulever dans ce sens-là. Lorsque nous, être raisonnables, nous savons que les principaux facteurs des éléments de preuve seraient le contrôle de tous ces éléments de preuve. Si vous savez qu'il y a eu une chaîne de conservation jamais suspendue des éléments de preuve, si vous avez un seul individu qui s'est occupé de la conservation des données, si vous savez que certains documents, certains papiers ont été écartés, qu'une sélection a été faite, bien sûr que vous devez soulever des doutes. Autre chose qui nous invite à douter de tout cela, nous savons qu'il y a eu une modification, des altérations des dates. Y a-t-il eu quelqu'un qui aurait manipulé des registres? Si ceci a été fait, ne serait-ce qu'une fois seulement, nous allons en douter, même si le procureur nous dit que nous devons accepter ces éléments de preuve tels que. En tout cas, nous ne pouvons pas. Il y a eu pas mal de ratures, d'expurgation, etc. Et la Chambre de première instance doit le savoir si on veut se fier sur ces journaux. Les éléments de preuve que nous nous proposons de présenter, certains témoins que nous voulons citer à la barre, seront vus, entendus. Il s'agit de gens qui traiteront des éléments de preuve portant sur les conversations interceptées, mais sur les journaux également. Nous savons qu'on avait rajouté des noms de certains individus pour essayer de faire endosser par d'autres personnes la responsabilité ou la culpabilité. Ceci ne fait pas partie, évidemment, des tentatives du Conseil de la Défense. Surtout pas du Conseil de la Défense de M. Béara. Nous ne le ferons pas. Mais je devrais pouvoir parler également de certaines pressions exercées contre l'inculpé par le procureur, par des avocats également, pour que le bureau de procureur puisse avoir quelque chose entre les mains pour mener à bien pour voir comment le bureau du procureur a mené toutes ces négociations pour qu'on puisse aboutir à un accord d'un plaidoyer. Comme quoi, plusieurs années, plusieurs mois, ce témoin n'a jamais fait mention de M. Béara, alors que tout d'un coup apparaît quelque chose sur la table, des actions menées par le bureau de procureur, même a-t-on tapé du poing sur la table. On peut parler également de certaines pressions exercées contre cet individu par le bureau de procureur. Et à la fin, le témoin a pu dire que d'autres personnes devaient être responsables, que lui-même acceptait sa responsabilité. Mais d'après nous, pas suffisamment, parce que ceci ne fait que étendre ce vaste filet, réseau de mensonges pour faire attribuer des choses à d'autres. Je sais qu'il sera difficile de citer à la barre ce témoin. Lui a promis de venir, il a dit qu'il viendrait. Il a peur. C'est un homme intègre, honnête, c'est avocat de formation, quelqu'un qui a travaillé dans le cadre de ce tribunal pendant quelque temps, et nous considérons qu'il est important pour la Chambre de première instance, le tribunal, d'avoir une image aussi globale des événements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous nous attendons à ce que, en présentant ces éléments de preuve, je ne vous ai parlé que de certains de ces éléments de preuve, et avec tout le respect que nous avons, vous allez voir qu'il y a un doute raisonnable
face à ce qui a été allégué, reproché contre Louis Chabert et que le bureau de procureur n'a pas pu évidemment s'acquitter avec succès de la charge qui leur a imputé d'ailleurs, qui leur a été impartie. Merci, Monsieur le Président, d'avoir la possibilité de vous présenter cet exposé. Le Président, merci, Monsieur Ostrich. We'll have a break. Le Président, maintenant, nous allons suspendre l'audience pendant 30 minutes, pendant lesquelles je devrais avoir une réunion, et puis nous allons citer à la barre votre premier témoin. Merci. L'audience est suspendue.